est-ce que quelqu'un s'est déjà amusé à faire un compteur de toutes les fois où ils disent Winter is coming dans cette série? Parce que si ça continue comme ça démarre, on doit dépasser facilement les 200, je pense, hein, au total. Ouais, donc l'histoire se poursuit telle qu'on l'a laissé, avec le roi Eddard et toute la compagnie qui arrivent enfin à Port-Réal, c'est là où vit le roi, et où va se passer certains trucs. On poursuivra un petit peu le conflit qu'il y a eu avec la louve Daria et Geoffrey qui maintenant est plus est plus très joyeuse de côtoyer les Stark et ouais, il y a un passage que j'ai trouvé assez intéressant autour de lui et sa mère, donc où on voit bien que maintenant il a plus trop envie d'épouser Sansa, mais sa mère lui qu'il a des devoirs et lui fait un petit peu la leçon sur comment doit se comporter un roi et sur les coups à jouer d'avance et des choses à réfléchir sur le long terme plutôt que d'avoir des idées rapides comme ça qui vous viennent en tête mais auquel on pense pas en détail. Il y a un passage où il dit je serai le futur roi, il a entendu, il sera lui le futur roi, et je compte genre me débarrasser de tous ces seigneurs et engager leurs hommes pour qu'ils travaillent pour moi. Et la reine lui dit ok, c'est bien beau de vouloir faire ça, mais ces hommes ne sont pas forcément fidèles si tu fais ça. Il y a ce côté, je t'enseigne la leçon comment être un futur roi en pensant à tout le monde comme tes ennemis, parce que tout le monde est ton ennemi, à peu de choses près, et en faisant un peu gaffe à comment gérer les choses et bien prévoir ça un peu comme une partie d'échecs. C'était très intéressant ça. On aura aussi un passage avec Arya qui est toujours vénère que sa sœur ne l'ait pas appuyé. Une fois de plus, si sa sœur avait appuyé la vérité, et ben ça aurait été toi qui aurait été en tort dans l'absolu par rapport aux faits. Sérieusement, hein, je sais que c'est Geoffrey qui a été un trou duc, mais dans les faits, techniquement, c'est lui qui est le moins en tort quand on sait que tu l'as attaqué par surprise alors que il t'avait rien demandé à titre personnel toi-même. Donc, à nouveau, ce genre de petit conflit, je trouve ça un peu moyen, mais on rebondit bien là-dessus, avec son père qui a une discussion en privé avec elle, et lui apprend que oui, des fois, c'est pas aussi simple que ça, la vie, et qu'il faut se préparer un petit peu à ce genre de choses, les devoirs royaux, etc. Il y a vraiment ce système de devoirs royaux qu'on voit dans énormément de cadres de ce genre-là, qui sont très bien présentés ici. Et où on voit toujours que Arya ne veut pas être une dame mais une combattante, et à la fin j'en parle tout de suite parce que ça m'a fait un peu délirer ça. Son père veut l'encourager dans cette voie-là. Hein, en disant ok, elle veut manier l'épée, je vais engager un précepteur en quelque sorte pour lui enseigner le maniement de l'épée, et ce précepteur c'est comment il s'appelle? Excusez-moi, il faut que je me rappelle son nom, c'est Syrio Forel. Syrio Forel. Et ce mec, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là, José Garcia? Et sérieusement, c'est pas seulement dans le physique, parce que je trouve qu'il y a un petit air de ressemblance, mais dans le ton, là, le jeu qu'il a, pour moi, ça aurait pu être José Garcia. On aurait eu la version française José Garcia, quoi, totalement. Et ouais, il est assez extravagant le gars, on sent que c'est quelqu'un qui enseigne bien, et ça se termine là au passage de l'épisode, sur lui qui enseigne à Arya à se battre à l'épée. Et c'était un moment assez particulier, un peu léger, mais qui montre quand même le sérieux de ce que Arya veut faire plus tard. Hein. Je suis sûr que c'est pas quelque chose qui sera bien perçu, je sens que c'est quelque chose qui se fait en huis clos ça. Hein. Il y a Eddard qui a demandé à ce type, mais il a prévenu pas grand monde en plus de ça. Voilà, donc je suis assez impatient de voir où ça mènera ça. Autre chose, donc là c'est une partie de l'intrigue, c'est la suite de ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Autre chose, maintenant que Eddard est arrivé à Port-Réal, et il doit servir de main du roi, donc s'occuper un petit peu des comptes, régir un petit peu les différents événements à prendre en compte, et là-dedans il va rencontrer plusieurs conseillers qui sont là pour l'épauler, dont un qui s'appelle Baelish, joué par Aidan Gillen. Je connais bien cet acteur, je l'ai vu à de nombreuses reprises dans des films, des séries, dans des rôles secondaires. Je trouve
toujours qu'il a une gueule qui se remarque bien, et une fois de plus, je trouve qu'il passe très bien ici. J'espère qu'il aura un rôle important au sein de la série, c'est un acteur que j'aime bien, et donc ouais, Baelish et les autres conseillers disent à Eddard que ben, le royaume est un peu endetté, hein, de 6 millions de couronnes d'or, hein, si c'est bien, j'ai bien retenu la monnaie courante. Ouais, c'est pas une bonne chose, mais oui, on apprend que le roi est très dépensier et fait pas trop gaffe à ce qu'on lui conseille par moment. Ce qui fait que, à cause de ça, le royaume s'est endetté. Hein, ça, c'est typique, hein. Même à l'époque. Même à l'époque, le pays est endetté jusqu'au bout. Hein. On peut pas avoir un pays sans qu'il soit endetté, hein, la plupart du temps. Enfin, nous, si c'était que 6 millions. bref, je m'égare. Parlons de l'histoire. Donc, ouais, ça promet d'être un petit problème à gérer pour Eddard par la suite. C'est pas poursuivi pour l'instant. Ça, ce qui est poursuivi, c'est le fait que sa femme, Catherine, voilà, je vais essayer de retenir son nom quand même à ce personnage, est enfin arrivée à Port-Réal d'elle-même en se faisant pas voir. Enfin, je dis enfin, elle est partie de l'épisode précédent, là c'est bon, hein. Elle est déjà là, c'est pas enfin, hein, elle est là quoi, ben, merde. Elle veut enquêter à nouveau sur qui possède le poignard un peu raffiné dont s'est servi l'assassin pour essayer de tuer Bran. Et c'est là qu'elle est accueillie par Baelish, qui se dit qu'il veut la protéger en la tenant inconnue à l'abri de tous, hein, c'est-à-dire que personne ne sait qu'elle est là, dans un, dans un bordel qui tient. Hein, voilà, il possède un bordel. Bon, on va la cracher là. C'est vrai que c'est assez malin hein, quand on y pense, parce que personne penserait à rechercher la femme du seigneur Eddard à cet endroit-là. C'est vrai. C'est plutôt intelligent, je trouve. Et ouais, on voit qu'il y a une espèce de passé entre ces deux-là, comme quoi Baelish est amoureux de Catherine, et qu'apparemment c'était un de ses prétendants avant qu'elle se décide à finir avec Eddard. Ça promet peut-être une suite de drames sentimentaux, mais c'est plutôt bien joué là pour l'instant, parce que on sent qu'il y a cette fidélité envers Catherine de la part de Baelish, parce il ressent quelque chose pour elle, mais il n'irait jamais jusqu'à aller plus loin que ça. Bref, une fois qu'il accueille euh, Catherine et qui discute un petit peu de ce qui se passe, il reconnaît le poignard parce qu'il lui appartient. Mais d'après ses dires, c'est un petit peu important ça, il aurait perdu ce poignard en le pariant lors d'une joute où Jaime Lannister combattait un autre gars. Il avait parié sur Jaime, mais incroyable, Jaime a perdu. Et donc il a perdu son poignard et il appartient à Tyrion maintenant. Tyrion Lannister. Oh, mais est-ce que ça veut dire que c'est lui l'instigateur? J'y crois pas trop. En toute sincérité, vu la façon dont il décrit les choses, soit c'est lui qui ment totalement dès le départ, et si ça se trouve c'est lui le responsable, ou il est en lien avec le responsable, et il essaye de faire peser les soupçons sur Tyrion, soit je pense que c'est surtout ça, c'est Jaime qui a mis en scène sa défaite, pour qu'il perde le poignard à Tyrion, et comme ça ferait en sorte qu'il ait ce poignard-là afin d'incriminer soit son frère, soit Baelish. Ça me paraîtrait un peu plus logique, donc je repars sur l'idée que c'est très certainement Jaime. Hein. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Alors je sais que ça fait un petit peu le suspect facile, parce que c'est lui qui a essayé de tuer Bran, et c'est vrai qu'on n'a eu encore aucune certitude que c'est réellement lui qui a tué l'ancienne main du roi, mais je pense que c'est très certainement lui quand même. Je pense pas qu'on essaye de la jouer grand mystère à se résoudre pour le spectateur, mais peut-être me trompe, il s'agit véritablement de Tyrion. Ça me surprendrait beaucoup parce que c'est pas malin du tout comme coup en fait. Pourquoi on confierait cette dague super spécifique pour tuer un enfant en fait, alors que une dague quelconque suffirait?
Pour moi, ça sent quand même la preuve incriminante qu'on voulait mettre en place au cas où ça se verrait, quoi. Donc, je pense pas. Je pense vraiment pas que ce soit Tyrion, hein, ça me surprendrait beaucoup. Quoi qu'il en soit, le roi, Eddard est prévenu de ça, ils en discutent rapidement avant qu'elle reparte vers leur terre. Et oui, on apprend aussi entre-temps donc que leur fils s'est réveillé et donc maintenant il est sorti de son coma et c'est un petit peu mieux pour lui, seulement il a perdu l'usage de ses jambes. Alors, je suis pas spécialiste et peut-être que s'ils ont pas les méthodes pour ça à l'époque, mais je pense quand même que ça aurait dû se voir avant qu'il se réveille. C'est-à-dire que oui, s'il se réveille, il perdra l'usage de ses jambes. Ça n'a pas été mis sur le tapis avant, c'est pour ça que je fais ça. On l'a joué un peu surpris qu'il a perdu l'usage de ses jambes en se réveillant. Et ouais, est-ce que ça va être un truc définitif ou pas? Je sais pas trop. Si ça se trouve, ça sera réglé l'épisode suivant, sait-on jamais. Ah bah tout d'un coup c'est bon, je ressens mes jambes, y a pas de souci. Tout va bien. J'ai juste fait une chute de 10 mètres, mais je m'en remets petit à petit. J'en sais trop rien, donc ouais. Il se réveille. Apparemment, il se souvient pas de comment il est tombé. Je dis apparemment. Parce que ouais, j'espère vraiment qu'on va pas partir sur ce vieux coup de l'amnésie. Ah, je suis censé avoir vu ce qui m'a fait tomber, mais je m'en souviens pas. Oh, c'est pas pratique, hein. En tout cas, c'est pratique pour nos méchants qui se disent, il se souvient pas, tant mieux, tant mieux. Et au passage, ça me fait revenir un petit peu à Jaime Lannister, qui montre bien qu'il est assez possessif envers sa sœur. Il a l'air de vraiment, vraiment vouloir être avec elle. D'ailleurs, d'après ce que j'ai lu très rapidement, il me semble qu'ils sont frères et sœurs jumeaux, quoi. Wouh! En plus, vraiment liés à fond ces deux-là, hein. Honnêtement, ça me surprend pas parce que c'est le genre de truc qui semble plaire un petit peu à certaines personnes. Parce que je me suis un peu renseigné sur du hentai, sur pas mal de Disney, hein, si vous avez suivi, et notamment sur Gravity Falls. Et il y a à peu près autant de hentai autour de Dipper et Meeple qu'autour de Dipper et Wendy ou Dipper et Pacifica, hein. Je crois même qu'il y en a un petit peu plus autour de ces deux-là. Donc, le côté frères et sœurs jumeaux ensemble, ça semble attirer certaines personnes, hein. C'est le genre de fantasme qui semble plaire à certains. Donc, ok, voilà, c'est l'histoire de dire. Enfin bref, ouais, il a l'air de vraiment, vraiment vouloir être avec elle. En disant qu'il est prêt à tout faire, même à tuer tout le monde, si besoin, pour être avec sa sœur jumelle. Il y a un lien assez fort entre ceux-là, semble-t-il, hein. Alors que sa sœur est un petit peu plus réservée sur le sujet, même si elle semble quand même être très éprise de lui aussi. Ça peut être intéressant à approfondir ça, hein, psychologiquement. Et c'est pas impossible que ça soit le cas, vu que ces deux-là semblent être des personnages importants qui partiront pas de sitôt pour l'instant. Et oui, on apprend aussi par rapport à Jaime, parce qu'il commence à avoir pas mal de moments un peu complexes de personnages, que c'est lui qui a tué l'ancien roi. C'est-à-dire le père Targaryen de Daenerys et de son frère. Donc c'est lui qui l'aurait tué dans le dos, à coups de couteau dans le dos. Et oui, il y a énormément de passés assez pesants et très, très complexes qu'on dévoile au fur et à mesure des épisodes qui est très intéressant. Après, très difficile à retenir entièrement et à résumer, je vous cache pas, mais ouais, apparemment, sous le règne du roi Targaryen, c'était pas la joie, hein. Il a fait des tonnes de trucs assez atroces, et ouais, il était sous son commandement, Jaime, et une fois qu'il s'est rendu compte qu'il faisait un peu trop d'atrocités et que les gens ont fini par mal le voir, il a fini par le tuer d'un coup dans le dos. Et oui, il a été un petit peu vu comme un sauveur, mais un sauveur un peu en traître, vous voyez, qui pouvait peut-être sauter sur la première occasion pour être du côté de ceux qui ont le pouvoir. Ce qui est intéressant, vraiment, ce personnage,
au début, ça avait l'air d'être juste un connard fini. Là, on essaye de cimenter un peu plus et de le rendre plus, à nouveau, un peu plus qu'un simple connard fini. Ça fait plaisir de voir ça. À côté de ça, on va s'intéresser à son frère Tyrion et à Jon Snow qui se rendent donc au grand mur qui protège les terres, le pays entier. Et ouais, punaise, ça c'est du grand mur quoi. Hein. Pfiou, doit faire bien 40-50 mètres, un truc comme ça. C'est c'est assez impressionnant à regarder. Et ouais, on va mettre un petit peu plus de développement autour de Tyrion et de Jon Snow. Il y a vraiment beaucoup de moments entre ces deux-là. Et honnêtement, je pense que c'est mes passages préférés de la série pour l'instant. Je trouve que Tyrion, pour le moment, est mon personnage préféré. Je trouve qu'il est super bien rendu. Et super bien joué aussi, comme tous les personnages. Enfin bref, on voit Jon Snow qui commence un petit peu à s'acclimater là-dedans et qui se montre un peu supérieur aux autres parce qu'il sait mieux se battre que toutes les nouvelles recrues qui, elles, n'ont pas eu autant de formation que lui. Et donc, à cause de ça, les autres recrues lui en veulent un petit peu à mort. Et c'est là que Tyrion intervient pour réfréner un peu leurs ardeurs et remettre un petit peu Jon Snow à sa place en lui disant que ok, toi t'as un avantage sur eux parce que t'as eu un entraînement, alors que eux non, ils sont issus de milieux beaucoup plus défavorisés que toi, et même si ce sont pas des bâtards techniquement, ils ont quand même eu moins de chance que toi. Et déjà on montre à quel point Tyrion sait être efficace dans ses interventions, mais aussi bien comprendre les autres parce qu'il s'est renseigné sur les différents nouveaux soldats, hein, histoire de bien savoir à qui il avait affaire, et il fait vraiment une leçon d'humilité à Jon Snow tout en venant à son aide. Il y a quelque chose de très fort chez ce personnage qui sait bien comprendre la psychologie des gens et qui sait vraiment le faire transparaître aux autres. Et suite à ça, Jon Snow va avoir une approche un petit peu plus amicale avec eux, en essayant d'être plus une espèce de mentor, de quelqu'un qui leur apprend un petit peu à se battre pour pouvoir mieux s'en sortir dans le coin. C'est un très bon moment, j'ai beaucoup apprécié ça. On voit aussi Tyrion qui discute un petit peu avec les responsables de la garde, en leur disant qu'ils respectent ce qu'ils font, mais il a quand même du mal à croire certains récits qu'on raconte comme quoi il y aurait des géants et des dragons et des sorcières qui viendraient se frotter au mur. Parce que oui, pour l'instant, techniquement, ce qu'on a vu de magique, c'est vraiment au tout début. La petite intro de l'épisode 1, mais pour l'instant, c'était des trucs très terre à terre qu'on a vu se mettre en place. Donc lui, il est quand même assez sceptique par rapport à ça, mais il est quand même à l'écoute de ce qui se passe, notamment par rapport au fait que ça fait 9 ans que c'est l'été, et je vais revenir un petit peu sur ce détail parce que c'est assez important. L'été et l'hiver, c'est pas du tout le même cycle que notre terre normale. Hein. Les étés et les hivers ont une période très aléatoire, semble-t-il. Et donc, cette espèce de devise qu'on entend je ne sais combien de fois, Winter is coming, l'hiver arrive, c'est... au début, je croyais que c'était juste une espèce de métaphore comme quoi il faut se préparer au pire parce que ça peut arriver à tout moment ou une connerie comme ça. Et c'est plus ou moins ça, mais il y a quand même quelque chose, un fond de vérité très direct là-dedans par rapport au fait que oui, les périodes d'hiver sont assez rudes et peuvent durer un temps très indéterminé. Et étant donné que ça fait 9 ans qu'on est dans une période d'été là, la période d'hiver qui risque d'arriver et qui semble venir dans pas très longtemps risque d'être vraiment assez affreuse à supporter et risque d'apporter énormément de problèmes, surtout de sauvageons qui attaqueront les portes et qui seront vraiment pas faciles à protéger, surtout avec le peu d'hommes qu'il y a dans les murs pour protéger les murs. C'est quelque chose qui est bien mis en avant. L'hiver arrive, qui a été répété plusieurs fois, ben ça prend vraiment son sens dans cet épisode. J'ai bien apprécié ça. Et oui, on voit que Tyrion, même s'il est sceptique, il comprend un petit peu les inquiétudes des autres. Et je sais pas exactement ce qu'il va vouloir faire, mais on sent quand même que ça l'a un peu marqué, et que peut-être qu'il va essayer de faire quelque chose. Enfin bon, ça se termine sur Tyrion qui quitte le mur après avoir un petit peu visité le coin. Parce qu'à nouveau, c'est quelqu'un qui veut vraiment être au courant de tout ce qu'il y a au sein des terres dans lesquelles il vit. Il y a vraiment quelque chose, ce besoin de savoir les choses, de découvrir, de bien comprendre comment les choses fonctionnent chez lui. J'adore ce personnage pour l'instant. Mon personnage préféré de la série. Ah, j'espère que ça continuera comme ça, hein, parce que bon, je trouve qu'il est très bien fait.
Donc ça se termine là, alors qu'il part pour Port-Réal, et qui fera sans doute une escale sur les terres de la famille Stark. Et il ne me reste plus qu'à parler de l'intrigue autour de Daenerys dans cet épisode, et une fois de plus, c'est la plus faible. Vraiment, c'est rien contre elle, mais je trouve pas que vous fassiez des trames, des intrigues particulièrement fortes autour de Daenerys pour l'instant. Autant dans le premier épisode, ça passait très bien. Dans l'épisode 2, dans celui-ci, c'est pas mauvais, mais ça va, quoi, sans plus. Et là, c'est pareil ici, quoi. Ils sont en train de voyager parce que leur voyage dure je sais pas combien de temps. Je sais pas exactement combien de kilomètres ils doivent traverser, mais ça doit être des milliers et des milliers faciles, hein, vu comme c'est parti. Et alors qu'ils voyagent, il y a Daenerys qui se dit qu'elle a besoin d'une pause. Donc, je suis la reine du clan, vous m'accordez une pause, tout le monde s'arrête le temps que j'aille, je sais pas, marcher un petit peu, respirer l'air, un truc comme ça. Je sais pas trop exactement ce qu'elle voulait faire. Et c'est là que son frère le prend très mal. Je dis, ah, tu m'ordonnes pas, hein. Donc, il vient la voir, il l'étrangle presque. Non, non, tu me m'ordonnes pas. Et je veux dire, ouais, calme-toi, mec. Alors, je sais que c'est un connard, mais être impulsif à ce point, c'est quand même un petit peu gros, un petit peu fort de café, je trouve. Mais ouais, quoi, c'est histoire de mettre en place une espèce de début de déchéance du personnage, parce que oui, en s'attaquant à la reine du clan, il se fait attaquer par un gars du clan qui l'attaque avec son fouet, qui l'étrangle, il dit ah, hey, ma reine, vous voulez qu'on lui coupe la tête ou qu'on lui coupe une oreille pour lui apprendre la leçon? Il dit non, 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 c'est mon frère, laissez-le. Hein, je suis quand même attaché à lui, en dépit du fait qu'il veuille m'utiliser comme un objet. La famille, c'est particulier, hein. Et ouais, quoi, c'est sa déchéance. Maintenant, suite à ce qu'il a fait, il peut plus monter à cheval, il est obligé de suivre à pied le groupe. Et j'ai dit que j'adorerais le voir tomber, mais mettez ça en place de façon plus fluide, moins comme ça, parce que honnêtement, c'est pas mérité, ça. Cette réaction impulsive de sa part, j'ai trouvé ça trop facile, trop rapide. C'est le problème le plus important que j'ai avec ça. On apprendra aussi dans cette sous-intrigue que Daenerys est enceinte. Voilà, elle a couché avec le Khal suffisamment de fois pour être en retard, hein, et donc elle s'apprête à avoir un bébé. Et juste au moment où je me disais, ah enfin un épisode, on va pas la voir à poil. Elle montre ses seins dans le dernier plan où on la voit lorsqu'elle annonce la nouvelle à son mari. Voilà. Est-ce qu'il y a un épisode où on la voit pas les seins en l'air, Stéphane? C'est pas que c'est pas plaisant à regarder, hein, je vous assure, mais il y a des fois où ça me paraît pas forcément utile. Là, le fait qu'elle annonce la nouvelle à son mari en étant dans son lit à poil, ouais, vous auriez pu mettre ça en scène autrement sans montrer ses seins. Est-ce que c'est une obligation contractuelle de l'actrice? Tu dois montrer tes seins à chaque épisode. Ok? Sinon, ça passe pas. Détail, hein, nous sommes d'accord, c'est un détail. Voilà donc cette intrigue-là, ça progresse, hein, c'est pas mauvais ou quoi que ce soit, mais c'est pas aussi palpitant à suivre que le reste. J'apprécie le fait qu'on refasse référence à ce qu'on a vu dans le premier épisode, que ce soit pas oublié, parce que c'est dit à un moment donné, oui, c'est ce qui a été rapporté par rapport aux autres, aux White Walkers, et ben ça va jouer un rôle important, on l'a pas oublié, c'était cool ça. Il y a pas mal de développement de personnages qui sont mis en avant, que j'ai trouvé très bien foutu. Il y a un passage qui peut paraître assez gratuit, mais que j'ai trouvé qui passait très bien par rapport à l'interprétation qu'on en faisait, lorsque le roi demande aux soldats qui l'accompagnent et à Jaime qui était juste à côté, quelle était la première personne qu'ils ont jamais tuée. Parce que lui, il s'en souvient très bien. Et ouais, c'est toujours une expérience un peu traumatisante et qui vous restera toujours en tête. C'est pas quelque chose qu'on oublie. Ça servait à rien d'un point de vue technique, nous sommes d'accord, mais je trouvais que ça pimentait bien les personnages et que ça les mettait bien en avant. Surtout le roi et Jaime à ce moment-là. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont très bien foutues à nouveau en termes d'interaction de personnages, en termes de jeu d'acteurs. Ça fait bien progresser les choses. Et oui, la sous-intrigue sur Daenerys
aurait pu être un peu plus palpitante, je trouve, mieux amenée à certains points, mais ça passait quand même correctement. Un très bon épisode de la même lignée que le précédent, et vu comme c'est parti, ça sent la qualité constante tout au long de la saison, et c'est vraiment tout ce que j'espère. À bientôt pour la saison 4, au revoir.